quelles sont les pistes de solution? Si vous étiez mes étudiants, je dirais grand 1, grand B. Quelles sont les pistes de solution? La première question à se poser, c'est combien y a-t-il de créances douteuses? Question, à mon avis, sans réponse. Monsieur Paulson, secrétaire d'État au Trésor aux États-Unis jusqu'à il y a 15 jours, Monsieur Paulson disait il y en a pour 700 milliards. Dominique Strauss-Kahn, en décembre, a dit il y en a pour 1500 milliards de créances douteuses. Le même Dominique Strauss-Kahn, en janvier, et je ne me pas de le lui dire, a annoncé qu'il y en avait pour 3000 milliards. Alors moi, je ne me prononce pas pour une simple et bonne raison. C'est puisque je ne sais pas où est la pourriture, je ne vois pas comment je pourrais en mesurer la quantité. Et donc, nul n'est capable de dire aujourd'hui combien il y a de créances douteuses dans l'ensemble du monde, d'autant plus qu'en termes de pourriture, le degré de pourriture peut être différent. Donc, c'est pas bien où on en est. Vraisemblablement, les créances sont plutôt localisées aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Espagne, en Chine et dans les pays pétroliers. Toutes ces créances douteuses. Je t'arrête 2 secondes, j'ai la voix qui casse. Comment on dit chez vous? Norok, quand on est correct. Et quand on est étudiant, on dit ça va peut-être chez le tout et je dirai pas le reste. Les solutions, il y a 5 axes de réflexion possibles. 4 sont des solutions plutôt immédiates. La 5e est une solution plutôt structurelle. Première solution immédiate, la Banque centrale, l'État, qui vous voulez, on s'en fout, le budget de l'État ou la Banque centrale achète les créances pourries. C'est ce que voulait le premier plan Paulson. Mais ça pose un problème. Pour acheter quelque chose, il faut en connaître le prix. Combien vaut la pourriture? Si vous l'achetez très cher, c'est le contribuable que vous allez toucher. Vous allez me dire, ouais, mais ça ne sera pas les pauvres, ils ne payent pas d'impôts. Je suis d'accord. Mais ça ne sera pas les riches non plus. Parce que contrairement à des idées répandues, la majorité de l'impôt, de la masse d'impôts levée dans un pays, est levée sur les classes moyennes. Plutôt la upper class que la upper middle class que la lower middle class, mais c'est levé sur les classes moyennes. On a donc là un problème sociologique et politique indiscutable. La deuxième solution, c'est de dire, c'est de la pourriture, je l'achète pour 2 kopecks. Oui, mais si on fait cela, certaines banques qui possèdent de la pourriture et qui n'ont pas encore eu trop de difficultés vont à leur tour se trouver en difficulté. Donc si j'achète cher, je provoque des problèmes sociologiques et politiques, et si j'achète la pourriture pas chère, je provoque la faillite ou les difficultés dans d'autres établissements financiers, banques ou assurances. Première solution, mauvaise solution. Deuxième solution, l'État apporte de l'argent frais aux banques en échange d'augmentation de capital des banques, c'est-à-dire que l'État devient actionnaire des banques. C'est la solution qui a été majoritairement adoptée par la Grande-Bretagne. Ça permet à l'État, qui a apporté de l'argent frais aux banques,
d'avoir son mot à dire au conseil d'administration. Il est devenu actionnaire, il peut parler et donner son opinion. La troisième solution, en partie utilisée par la France, c'est l'État prête de l'argent aux banques. L'État ne devient pas actionnaire, mais il va gagner un peu d'argent. C'est ce que disait le président de la République de mon pays. En effet, l'État va et a déjà commencé à emprunter à un taux entre 4 et 5% et prête aux banques à un taux aux alentours de 7 à 8%. C'est une solution financière, mais l'État n'a pas son mot à dire dans ce qui se passera dans les banques. Il n'est pas actionnaire, il est prêteur. La troisième solution, qui me paraît astucieuse, et qui a également été prise en France, qui montre que dans un seul et même pays, on peut avoir à la fois des solutions astucieuses et des solutions stupides, c'est l'État s'est rendu compte, les autorités monétaires se sont rendues compte que les banques qui avaient besoin d'argent et qui voulaient en emprunter à d'autres banques ne trouvaient pas de prêteurs. Les banques ne se prêtaient plus entre elles. Alors l'État a dit, ben, moi, je vais jouer le rôle d'assureur. Mais pas d'assureur gratuit, hein, d'assureur contre une prime d'assurance. L'État apporte sa garantie et ça permet de retrouver un flux de liquidités entre les banques. Et de surcroît, ça apporte des primes à l'État. Est-ce que l'État va avoir des ennuis? Oui, bien sûr, comme toute compagnie d'assurance, il peut y avoir un incendie, il faudra bien indemniser le sinistre. La créance pourrie peut ne pas être remboursée, il faudra bien rembourser. Donc, effectivement, il est tout à fait possible qu'il y ait des difficultés. Mais l'État aura préalablement encaissé des primes. Et donc, c'est vraisemblablement la solution qui, pour les prêts interbancaires, qui, pour le crédit interbancaire, coûte le moins cher et est la plus sûre. Ça, ce sont 4 solutions de court terme, de court moyen terme, qui permettront peut-être de résoudre la crise financière. Et puis, il y a une solution plus structurelle. L'un d'entre vous m'a été présenté dans le hall tout à l'heure comme étant spécialiste de fiscalité, de comptabilité et de finance chez Dacia. Les nouvelles normes comptables ne tiennent pas suffisamment compte des engagements hors bilan. Et donc, ces normes ont permis de montrer qu'il y avait un problème, ce que n'aurait pas permis le système ancien. Mais ces normes sont insuffisantes, il faut les améliorer. Ça, bien évidemment, comme c'est au minimum un problème européen et que nous commençons à être nombreux, ça va être long de se mettre tous d'accord, c'est une solution structurelle de beaucoup plus